C'est une façon d'oublier la corde. Bonjour encore à ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui sont encore avec nous. On a vu les tensions qui parcourent ces métiers du médico-social, ces professions de l'autonomie. Un autre défi pour eux, un autre enjeu, une autre opportunité aussi, c'est le travail de plus en plus important avec le milieu ordinaire et les métiers de ce milieu ordinaire avec lesquels ils sont appelés à se coordonner dans le champ du scolaire, dans le champ de l'emploi. On va en parler tout de suite. Jingle. Des enjeux donc qui questionnent véritablement ces métiers qui se retrouvent souvent sous tension dans des univers dont ils ne connaissent pas forcément tous les codes, ceux du milieu ordinaire, et confrontés aussi à des réalités, à d'autres métiers avec lesquels il faut apprendre à travailler. On va le voir sur la manière de repenser ces missions, sur la manière de construire un peu les liens dans ces secteurs du milieu ordinaire. En parler avec nos invités. Marie Toulek, bonjour. Vous êtes avec nous, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Nantes, membre du conseil scientifique de la CNSA. Vous avez été enseignante vous-même dans une première vie, il fut un temps, avant de conduire des travaux sur les rôles et places des enseignants dans les dispositifs d'école inclusive et aussi des ASH, on va en parler. Nous évoquerons ça, notamment un projet que vous avez suivi, soutenu par la CNSA depuis 2023. On en dira quelques mots. Yorick Pedersen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directeur général du collectif France pour la recherche et la promotion de l'emploi accompagné. Vous y accompagnez la montée en puissance de ces dispositifs qui font de plus en plus parler d'eux et de ces métiers qui proposent un accompagnement sur mesure aux personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi et pour certains en poste aussi. On évoquera là aussi la manière dont la CNSA accompagne tout cela. Et Pierre-Yves Baudot, bonjour. Bonjour. Professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, membre du conseil scientifique de la CNSA aussi, auteur de nombreux ouvrages qui mettent en lumière de manière forte et pertinente et impertinente les enjeux et les impensés de l'inclusion. Votre point de vue sera précieux autour de ces témoignages-là. Je voudrais qu'on commence en regardant les champs de l'inclusion dans ces deux secteurs. On va le voir, celui de l'emploi, et on commence avec celui de l'éducation avec vous, Marie. L'inclusion est une ambition forte portée depuis des années. 1973, c'est évidemment la première loi sur le handicap. 1999, où le droit est donné à tout individu de revendiquer sa propre scolarisation, et ça conduit à l'ouverture de la sphère scolaire ordinaire aux personnes en situation de handicap, avec la volonté de les intégrer dans des classes ordinaires, et puis la nécessité d'avoir un enseignement adapté, accessible à tous, avec la présence du coup d'intervenants extérieurs, les AESH ou autres, qui vont accompagner ces personnes, ces élèves dans les classes en milieu ordinaire. Ça s'est beaucoup développé, c'est une grande ambition, ça présente aussi quelques limites que l'on va évoquer. Quelles limites, justement, vous qui avez beaucoup regardé sur le terrain, la manière dont ça se passe, ça pose cette belle ambition d'inclusion, et en quoi ça met les professeurs, qui sont en première ligne, en porte-à-faux? Alors, avant de parler des limites, il me semble que du point de vue de la recherche, il y a maintenant des résultats stables qui montrent que la scolarisation d'élèves en situation de handicap dans le milieu ordinaire est un point positif. C'est-à-dire que les élèves qui bénéficient de cette scolarisation progressent mieux que des élèves qui sont maintenus dans un système spécial ou spécialisé. Néanmoins, il y a dans ces analyses ou ces méta-analyses des éléments qui montrent que les conceptions en fait, des professionnels, les conceptions des enseignants freinent. Il y a en fait un certain nombre d'allants de soi qui traversent les métiers et qui font dire cet enfant-là, il serait mieux dans un établissement spécialisé, ou il serait mieux s'il est à l'école dans une classe pour des élèves comme lui, ou il faudrait réduire le nombre d'élèves et mettre par exemple ensemble des élèves avec des difficultés. Donc ça aussi, les résultats de la recherche montrent que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est bien l'hétérogénéité qui va être un plus, un mieux pour la scolarité de ces élèves, de ces enfants, de ces adolescents en situation de handicap. Donc là, il y a un nœud, il y a entre ce que l'on sait et
ce que les gens conçoivent. Bon, maintenant, c'est vrai que ce n'est pas simple pour un enseignant de scolariser un enfant ou un adolescent qui présente un écart par rapport à la norme. Je dis bien la norme, puisque l'école est un milieu très normé, avec des programmes, des apprentissages. Ce qui fait que la grande hétérogénéité des classes, aujourd'hui, réinterroge les pratiques. C'est-à-dire on ne peut plus faire, quelque part, s'adresser de la même manière à tout le monde, si on veut que chacun puisse avoir accès aux apprentissages. Voilà un peu ce qui peut être... Vous dites une chose qui est très intéressante, c'est la manière dont ça réinterroge les pratiques. Et les pratiques en classe, c'est quoi? C'est réussir. Or, la réussite n'est pas forcément l'enjeu premier de cette intégration, qui est l'apprentissage, en fait. Est-ce qu'il y a une sorte de conflit qui se joue là, au niveau du professeur, qui doit conduire à la réussite, à certains diplômes, à certains nombre d'élèves, et puis qui, dans l'intégration, doit aussi ouvrir, rendre accessible et construire aussi des apprentissages dont la vitesse et l'objectif n'est pas toujours le même pour tous? C'est un équilibre et un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on peut concevoir finalement la classe comme une hétérogénéité pour laquelle il va falloir pouvoir sortir en fait des ressources, c'est-à-dire des soutiens qui vont pouvoir permettre à tous les élèves d'entrer dans les mêmes apprentissages. Ou alors on peut concevoir l'école comme des individus à qui on va s'adresser de manière différente. Dans cette seconde solution, si l'enseignant pense à des individualités auxquelles il faut répondre de manière différente, quand on a 25 élèves, c'est tout à fait inimaginable. Enfin, c'est un problème professionnel qui fait qu'on mène les professionnels vers un inconfort. Donc, mais ces deux conceptions, en fait, eh bien, elles ont du mal à s'articuler. Donc aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de différenciation pédagogique. Puisque les élèves ont des niveaux hétérogènes, on va pouvoir s'adresser à eux en différenciant sa pédagogie. Toutefois, il va bien falloir... en fait, cette différenciation, elle n'est pas de l'individualisation. Donc là, on est sans doute dans c'est peut-être un peu technique, mais c'est un problème majeur de métier. De métiers, avec du coup des enseignants qui doivent être formés, qui le sont modérément à ces enjeux-là, mais qui sont assistés par des équipes, des référents et puis des personnes en classe, les AESH qui arrivent. C'est le deuxième métier aujourd'hui où il y a le plus de recrutement dans l'éducation nationale. C'est dire qu'ils sont montés en puissance assez rapidement avec des formations un peu hétérogène. Ce qui est intéressant, c'est que votre travail depuis des années, c'est un travail beaucoup de terrain, oui, et que vous conduisez d'ailleurs en faisant des films, en faisant des photos pour comprendre comment ça se passe dans la classe, etc. Et justement, je voudrais qu'on voit les limites aujourd'hui, et les enjeux de positionnement et les limites des enjeux de positionnement de ces fameuses AESH aujourd'hui en classe. Quelles difficultés ils rencontrent et comment ça s'illustre à travers... On va avoir deux cas qu'on va regarder, celui de Johan et celui de Madeleine. Voilà. Quelle place y trouve et quelles difficultés ça pose? Alors, ce que l'on voit très majoritairement, puisque mon travail mon travail de recherche est éminemment qualitatif, c'est de se rendre compte que... mais là aussi, c'est très peu réinterrogé par le métier. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les allants de soi. Ce ne sont pas des problèmes de personnes, hein. Ce sont bien des problèmes d'institution, en fait. C'est-à-dire que majoritairement, l'AESH est placé à une distance très intime de l'élève qui l'accompagne ou qu'elle accompagne. Donc, bien entendu, à certains moments, ça va être nécessaire. Toutefois, si cette position n'est pas réinterrogée, le risque, c'est de faire en sorte, et on voit sur le cas de Johan, eh bien, l'AESH va finalement rentrer dans une sphère, mais vraiment intime de l'élève, et va être toujours là, à la seconde, à le stimuler, à le remettre en place. Ce qui peut faire qu'à un moment donné, c'est ce que l'on voit dans la troisième photo, sont des captures d'écran qui n'est pas merveilleuse. Donc là, on est avec Madeleine. En fait. On voit sur Madeleine, elle prend le crayon pour l'aider, hein, mais du coup, c'est elle qui fait le dessin, qui dirige le dessin en tous les cas. Voilà. Donc non seulement elle individualise, mais elle
accompagne pour que ça marche, pour réussir, et elle fait, en fait, au lieu de faire d'une certaine manière. Et là encore, ce n'est pas des individualités qu'on interroge, c'est la place qu'ils occupent. Et là, on le voit. Commentez juste celui-là, parce qu'il est très intéressant. Eh bien là, en fait, Madeleine regarde l'enseignante, qui est en orange, qui est en train de redécrire, en fait, des gestes d'une comptine qu'ils sont en train d'apprendre. Au même moment, l'AESH s'adresse à Madeleine pour lui demander si elle se rappelle comment on fait. Sauf qu'il y a une superposition là, des interactions, ce qui fait que Madeleine, en fait, délaisse son attention envers l'enseignante pour la dédier à son AESH. Donc, en fait, l'AESH peut, à certains moments, isoler l'élève du reste du groupe. Et d'ailleurs, ce sont des travaux, par exemple, qui sont menés par Baines dans un article très récent de 2023 et qui montrent à un niveau plus statistique que l'élève en situation de handicap bénéficie de moins d'interactions avec l'enseignant et moins d'interactions avec ses pairs. On voit sur la dernière un peu une inverse, c'est-à-dire tout d'un coup, une AESH qui s'ouvre à la classe et tout d'un coup, qui du coup prend en considération les autres élèves et devient une fenêtre d'ouverture d'une certaine manière. Vous parlez là-dessus de l'intérêt de passer un peu peut-être d'AESH individuel à des AESH par classe qui soient plus en lien avec les enseignants. En quoi est-ce que ça permettrait de travailler plus sur les pratiques et sur des pratiques globales en classe et pas simplement sur un accompagnement individualisé avec les limites que ça pose? Il me semble, enfin, c'est pas il me semble d'ailleurs, mais l'école inclusive va travailler sur l'environnement et non pas stricto sensu sur la personne. Un individu, en fait, un AESH individuel, et donc a une attention portée sur la personne qui l'accompagne. Un AESH dit collectif va porter son attention sur l'environnement. Et là, on le voit très bien, cet enfant qui nécessite de la présence de l'AESH pour des questions techniques d'ordinateur, bien, pendant ce temps-là, l'AESH porte son attention sur le reste du groupe. Bref, quand l'élève essaie de l'interpeller, eh bien, en fait, il ne rencontre pas le regard de l'AESH et donc il retourne à son travail. Donc c'est là cette autonomie en fait cognitive, elle ne peut être permise que si l'AESH ne dédie pas toute son attention à l'élève, comme on l'a vu par exemple pour Madeleine. Mais ça suppose, si on parle d'un AESH collectif ou de classe, qu'il y ait une sorte de vrai binôme, ou en tous les cas de partenariat qui se fasse avec l'enseignant, avec du coup des temps dédiés, où on travaille justement à concevoir les pratiques, à concevoir les pédagogies ensemble. Tout à fait, c'est-à-dire que l'AESH, dans le cas, quand il est collectif, devient une aide à la classe. Et donc, une aide à l'enseignement et une aide à l'enseignant. Et là, effectivement, il y a, à partir de ce moment-là, une nécessité de faire travailler ensemble l'enseignant et l'AESH. Tant que l'AESH est en situation individuelle, cette nécessité n'existe pas obligatoirement. Et donc, l'enseignant peut déléguer la responsabilité de l'aide à l'AESH et finalement, quelque part, reléguer l'élève. Dans une situation collective et d'aide à la classe ou d'aide à l'enseignement, là, on contraint aussi ce travail à deux. Alors, il y a ce duo à construire et puis il y a peut-être un troisième acteur qui peut intervenir, ce sont les professionnels du médico-social qui peuvent aussi intervenir eux directement dans ces structures pour accompagner aussi l'évolution de ces pratiques. Il y a une expérimentation qui existe et qui aujourd'hui s'institutionnalise, je crois que c'est en Vendée si je ne me trompe pas, c'est ça? Alors il y a différents dispositifs, on en a étudié un plus spécifiquement en Vendée. Oui, qui accompagne des enfants en situation d'autisme, scolarisés avec 2 professionnels d'une association du médico-social qui sont présents à plein temps dans l'école. Quel en est le résultat? Quel en est l'accomplissement sur l'évolution de l'intégration et l'évolution des pratiques? Alors en termes de résultats, là la recherche elle démarre donc sur un laps de temps de Mais l'expérience ça existe depuis 2017-2018, oui, tout à fait. Donc moi je les appelle des dispositifs inclusifs de nouvelle génération, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au sein de l'école,
il y ait des différents professionnels avec conventionnés, c'est-à-dire éducation nationale et médico-sociale. Donc c'est une nouvelle perception de l'inclusion, c'est-à-dire de faire en sorte que les élèves, et là on a donc des enfants avec autisme, soient scolarisés dans des classes ordinaires avec un soutien qui peut être un soutien scolaire du côté de l'éducation nationale, mais aussi un soutien éducatif du côté du médico-social. Les éducatrices spécialisées ou les éducateurs spécialisés qui vont se retrouver en poste à temps plein dans les écoles vont pouvoir dédier aussi leur travail vers les familles. Donc on voit bien que là, on a un système qui se met en place et qui fait que chacun considère finalement le parcours de cet enfant. Oui, mais vous êtes une chercheuse. Pas la scolarisation. Oui, mais vous êtes une chercheuse du réel et du terrain. Comment ça se passe de ce que vous voyez? Alors, dans ce qu'on voit, ça peut se passer de diverses manières. Certains enfants avec autisme vont se retrouver dans la classe ordinaire, accompagnés par l'enseignante en surnuméraire, qui n'est pas une enseignante spécialisée, mais qui a ce poste du DAR et du dispositif d'autorégulation. On peut avoir aussi des éducateurs spécialisés au sein de la classe, mais une psychologue qui peut venir à temps partiel, ou un ergothérapeute qui va venir aussi voir de quelle manière est installé l'enfant. Donc ça peut se passer dans la classe, mais ça peut aussi se passer dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il y a une salle dans laquelle vont pouvoir être aidés à certains moments de manière dissociée des autres élèves, ces élèves avec autisme, mais aussi d'autres élèves, puisque nous avons vu dans ce dispositif de Vendée des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage et qui vont pouvoir à certains moments se retrouver sur ce dispositif d'art avec l'enseignante surnuméraire et une éducatrice par exemple spécialisée. Donc c'est des géométries variables avec cette idée de faire progresser l'ensemble des élèves de l'école. Et c'est sans doute une spécificité de ce dispositif d'autorégulation, c'est-à-dire que la notion d'autorégulation est là pour faire bénéficier des apprentissages tous les élèves et pas uniquement les élèves en situation de handicap. Alors, du monde de l'éducation, je voudrais qu'on fasse un tour du côté du monde de l'emploi, où là aussi, milieu ordinaire, là aussi, intégration de personnes en situation de handicap, là aussi, nouveaux métiers qui se créent pour cela. Il y a depuis 2016, du coup, ce dispositif qui s'inscrit dans la loi d'emploi accompagné, avec plus de 600 conseillers spécialisés qui sont présents sur des plateformes départementales pour accompagner des personnes en situation de handicap. Je le disais, à la recherche d'un emploi, c'est l'essentiel, 75%, mais aussi pour certains, 25%, qui sont en poste et qui cherchent à garder leur poste dans des situations qui peuvent être difficiles. En juin 2023, 8000 personnes étaient bénéficiaires du dispositif. L'objectif, il est ambitieux, c'est 30 000 personnes à horizon 2027. Yorick Pedersen, vous connaissez, vous accompagnez depuis le début le développement de ces nouveaux métiers de l'emploi accompagné. À qui s'adresse exactement cet emploi accompagné et quel type de difficultés adresse-t-il ? Alors, l'emploi accompagné, c'est une méthode d'accompagnement vers et dans l'emploi en milieu ordinaire de travail. Donc l'objectif, qu'on soit bien clair, c'est bien pour les personnes de trouver et de se maintenir en emploi. Donc il y a vraiment une logique de soutien, de parcours professionnel dans l'intégralité. Donc l'emploi accompagné s'adresse à toutes les personnes, d'abord qui ont un projet ou au moins un souhait de travailler en milieu ordinaire, et les personnes qui également ont des difficultés qui font qu'il y a ce besoin d'un accompagnement, j'allais dire cousu main, comme l'emploi accompagné. Alors en France aujourd'hui, depuis la loi de 2016, l'emploi accompagné s'adresse aux personnes en situation de handicap, qui sont reconnues avec ce qu'on appelle une RQTH, la reconnaissance de qualité de travail handicapé, et qui ont également une notification, soit d'une MDPH, soit du service public de l'emploi, les Pôle emploi, Cap emploi ou mission locale,
pour bénéficier de l'emploi accompagné. En Europe, certains pays ont une vision un peu plus large et se sont rendus compte que l'emploi accompagné peut aussi être tout à fait efficace et au bénéfice de personnes au-delà du champ du handicap. Je pense notamment aux personnes qui sont concernées par la dictologie, aux toxiques, enfin aux drogues, les personnes qui sortent d'une longue peine de prison, on voit aussi des migrants primo-arrivants, par exemple, qui peuvent avoir des difficultés pour s'acculturer, on va dire, à un nouveau pays d'accueil. Donc c'est autant de populations qui, dans d'autres pays d'Europe, peuvent aussi bénéficier de l'emploi accompagné. Ce qui est vraiment étonnant avec ce dispositif et qui le rend assez exceptionnel, c'est sa qualité. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un accompagnement sur mesure. Des chiffres qui font un peu rêver. On peut accompagner sur 4 à 20 ans la personne. Ce qui est, on n'a pas encore des accompagnements de 20 ans, parce que ça a commencé en 2016, mais c'est des accompagnements sur le long terme. Et chaque conseiller, je crois, a moins d'une vingtaine de personnes qu'il suit à la fois, 17. Donc c'est vraiment un accompagnement choisi. En quoi est-ce qu'il consiste cet accompagnement sur mesure et comment les conseillers travaillent de manière très très rapprochée avec les bénéficiaires? Alors, ce n'est pas 4 à 20 ans, hein, c'est finalement sur une durée qui est vraiment déterminée en fonction des besoins de la personne. Pour répondre à votre question, il faut comprendre que l'emploi accompagné s'inscrit dans un grand principe qui est celui que chaque personne, quelles que soient ses difficultés, doit pouvoir choisir librement sa participation à la vie sociale dans sa globalité, et donc pour ce qui nous concerne, dans l'emploi. Ça veut dire être capable d'exprimer le choix déjà et de le concrétiser d'un projet professionnel et de le suivre. Ça implique que l'emploi accompagné soit capable de permettre à la personne effectivement d'effectuer ce choix, mais également de renforcer son pouvoir d'agir pour développer ou en tout cas maintenir son employabilité. Alors pour ça, il y a plusieurs grands principes qui sont sous-tendus par l'emploi accompagné. D'abord, le premier, je parlais tout à l'heure de coûts humains. L'emploi accompagné, c'est un accompagnement qui est sur mesure. C'est pas on va accompagner telle personne 10 heures par semaine et telle autre 15 heures par semaine. On va s'adapter en temps réel, au quotidien, aux besoins de la personne. On est l'interlocuteur, véritablement. Absolument. Voilà, le conseiller emploi accompagné va s'adapter aux besoins en temps réel d'une personne. Certaines personnes vont être dans un parcours de vie un peu plus stabilisé au niveau professionnel, vont avoir besoin peut-être d'un coup de téléphone tous les 2-3 mois pour voir si tout va bien. Et cette même personne, du jour au lendemain, peut à nouveau avoir besoin d'un accompagnement très fort parce que sa vie personnel va évoluer, il va y avoir des difficultés, ou alors la vie professionnelle aussi, avec l'entreprise qui peut-être va se réorganiser ou introduire des nouveaux travaux. Donc il est non linéaire, il est réactif. La deuxième chose importante, c'est le principe du placé formé, qui est vraiment un des principes fondateurs de l'emploi accompagné. C'est pas on va envoyer les gens, on va passer plein de diplômes et puis après ça on verra comment ils peuvent aller au boulot. C'est vraiment l'inverse. On développe l'employabilité par l'emploi. Cela suppose d'être capable de travailler avec le collectif de travail, avec l'employeur, pour ensemble développer cette employabilité. Cela suppose également aussi d'accepter, de tester, d'expérimenter. Peut-être qu'on ne trouvera pas avec la personne directement l'emploi parfait du premier coup. C'est pas grave. On accompagne, on soutient jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que ça matche. Troisième chose, c'est que l'emploi accompagné, et ça rejoint un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, n'est pas centré, entre guillemets, que sur la personne. L'emploi accompagné accompagne un projet. Et le conseiller emploi accompagné va accompagner aussi bien la personne soutenue que l'employeur, quand il y en a un. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est bien de créer une rencontre propice au soutien d'un parcours professionnel dans sa globalité. On n'oppose pas personne en situation de handicap et employeur. Voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et la dernière chose, qui était un petit peu votre propos introductif, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la durée. Telle personne va peut-être quitter l'emploi accompagné au bout de 3 ans, 4 ans, parce que tout va bien, et d'autres personnes sont là depuis 15-20 ans, c'est-à-dire avant la loi de 2016 déjà, sont là depuis le début des dispositifs expérimentaux et en auront besoin sans doute encore pendant de nombreuses années. C'est des politiques publiques qui font un peu rêver aussi par rapport à d'autres choses que l'on peut voir. Et avec des professionnels qui sont vraiment, vous dites vous-même, sont des ovnis, parce qu'il faut pouvoir adresser des employeurs, il faut pouvoir parler à des Cap Emploi, il faut pouvoir parler aux bénéficiaires. Donc c'est des langages, c'est des tribus très différentes qu'il faut adresser. Quels sont les profils de ces conseillers et comment est-ce qu'ils réussissent à s'affirmer auprès d'univers et d'interlocuteurs aussi différents ?
Eh bien, c'est toute la difficulté, mais aussi la richesse de l'emploi accompagné. Alors, ces professionnels, on les appelle conseillers emploi accompagné, référents emploi accompagné ou job coach. Enfin, il y a plusieurs noms en fonction un petit peu de l'historique des structures qui sont rentrées là-dedans. Historiquement, il y a beaucoup d'acteurs du médico-social qui sont dans l'emploi accompagné parce que les dispositifs médico-sociaux ont répondu en priorité aux premiers appels à projets qui ont été passés par les ARS à l'issue de la loi de 2016. Mais on se rend compte que parmi les professionnels, il y a aussi un certain nombre de personnes qui viennent d'environnements qui viennent du monde de l'entreprise et qui ont souhaité se reconvertir dans l'accompagnement des personnes. Tout ça fait un peu un brassage des professionnels et des cultures qui est aussi une grande richesse. Alors, oui, vous parlez de devenir tout à l'heure, c'est un petit peu, le mot est assez juste. Le conseiller emploi accompagné est quelqu'un qui doit avoir à la fois des compétences et une culture dans l'accompagnement social, médico-social, mais également dans l'accompagnement professionnel, parce qu'il parle aux employeurs et il est présent dans l'entreprise au quotidien, entreprise publique ou privée. Et pour cela, effectivement, cela implique de reconnaître ce métier qui est nouveau, qui est parfois mal compris aussi par les administrations. Et ça tombe bien parce que depuis cet été, depuis juillet 2023, le métier est officiellement reconnu en France. Le titre professionnel conseiller emploi accompagné est inscrit maintenant à France Compétences au répertoire principal du RNCP. Cela veut dire que ces compétences des professionnels sont aujourd'hui inscrites quelque part dans un référentiel et qu'il va pouvoir y avoir une formation aussi plus équilibrée et homogène, on va dire, sur le territoire français. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui frappe souvent les gens, c'est que c'est un diplôme de niveau Master 1. Voilà, donc les gens souvent sont frappés parce qu'ils comparent par rapport aux autres métiers qu'ils connaissent et qui peuvent être un petit peu comparables dans le médico-social. Et donc, c'est vraiment aussi une reconnaissance de cette spécificité et de cette double casquette, j'allais dire, des professionnels. Alors, un peu comme je l'échange tout à l'heure avec Marie, il y a aussi un rôle de cohabitation avec les professionnels du médico-social qui existent en place sur ce qu'on appelle l'emploi protégé, notamment les ESAT. Et on sait que la volonté qui est portée aux ESAT, c'est l'ouverture vers le milieu ordinaire. Donc on peut se dire, passerelles possibles, quelles sont-elles, mais limites existantes aussi entre deux professions qui sont au même endroit, mais pas forcément avec les mêmes points de vue. Quelles sont les passerelles et quelles sont les difficultés que ça pose? Alors déjà, on a souvent tendance à opposer milieu protégé et milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'en France, on s'est construit effectivement avec des milieux très segmentés, très cloisonnés, parfois un petit peu fermés. Et d'ailleurs, le terme même de milieu protégé a une signification qui est très forte. De quoi se protège-t-on? Voilà, ou de quoi protège-t-on les personnes? Moi, ça m'interroge tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même une question d'abord de dignité humaine, j'en parlais tout à l'heure, dans qu'est-ce qu'on fait du choix de la personne? Comment la personne aujourd'hui peut-elle être actrice de ses choix? Et là, on parle de vie professionnelle, mais on parlait tout à l'heure de scolarité, mais ça va dans tous les domaines de la vie, sur la vie affective et sexuelle, sur la participation à la vie politique, la participation au loisir, la famille, etc. Donc cette expression des libres choix, cette application des choix est incompatible déjà avec les barrières. Il faut être très clair. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre des digues, mettre des ponts, de manière à permettre une fluidité des parcours. Il y a un décret qui date de 2022 sur la transformation des ESAT, par exemple, qui prévoit qu'une personne, aujourd'hui, peut faire le choix d'avoir un travail à temps partiel en milieu protégé et en milieu ordinaire, par exemple. Voilà. Donc la personne peut décider. Donc ça, c'est effectivement... Il y a aujourd'hui encore un petit peu un côté incantatoire, parce qu'il va falloir concrètement voir comment on met en pratique ces passerelles. Mais vraiment, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à travailler ensemble entre tous les acteurs qui ont ce même objectif, pour voir comment le milieu de l'accompagnement d'une manière générale, médico-social et puis l'emploi accompagné, peuvent avancer ensemble finalement autour des projets des personnes et permettre une vraie logique de parcours. Juste, j'en profite, il y a une question qui arrive tout de suite, on va la prendre maintenant. Quelle est la différence avec le job coaching qu'on entend, dont on a beaucoup entendu parler? C'est la même chose en fait, conseiller job coach, ou c'est deux? Il y a plusieurs noms, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. C'est un petit peu en fonction des cultures et des historiques des structures qui pratiquent l'emploi accompagné. Le job coaching, on retrouve ça très souvent dans les structures qui historiquement sont tournées vers les handicaps psychiques et l'accompagnement des autistes, mais c'est un même métier.
Je voudrais à ce stade-là me tourner vers vous, Pierre-Yves, pour prendre un peu de regard et de hauteur sur ces deux univers, ces deux mondes où finalement on le voit bien, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers apparaissent aussi, puis un enjeu de cohabitation avec la réalité des compétences et des métiers du médico-social. Vous travaillez, je le disais, beaucoup sur les enjeux de l'inclusion, la dimension politique qui est associée. Vous l'avez fait en étudiant des terrains aussi différents que les politiques du logement, que le vote aussi, les pratiques de vote. Comment est-ce que vous jugez les limites des dispositifs d'inclusion qui sont présentés dans ces deux secteurs-là aujourd'hui? Je pense d'abord, et les deux exemples qui sont proposés là et présentés là sont très éclairants sur ce que veut dire exactement le terme inclusion. Le terme inclusion, pendant très longtemps, il y a eu une espèce de méprise un peu organisée sur ce que ça voulait dire. Inclusion ne veut pas dire juste ouvrir la porte et faire un petit peu de place aux personnes handicapées et on continue, comme si de rien n'était, à faire la même chose qu'avant. On s'aperçoit là bien dans les deux exemples, en travaillant à la fois sur la structure éducation nationale comme sur la structure d'emploi, sur l'employeur, que le terme inclusion oblige en fait à repenser les pratiques du monde ordinaire. Et pendant très longtemps, depuis une quinzaine d'années environ, on a eu ce vocable inclusion, notamment au cours des 5 dernières années qui se sont écoulées, qui est devenu le mot d'ordre phare des politiques du handicap. Mais c'était une inclusion, on pourrait dire, en version extrêmement minimale, en une version un peu au rabais. Ça veut dire, voilà, on ne change rien à ce qu'on a fait. Et là, les deux expériences montrent bien qu'il s'agit bien de faire travailler le milieu ordinaire sur ses propres pratiques, ce qui a d'ailleurs amené à votre question sur est-ce qu'on peut continuer à faire de l'école un lieu de réussite, et est-ce que ce n'est pas en tension avec l'objectif d'apprentissage. Et je pense que cette question-là est assez intéressante, puisque l'objectif, c'est d'arriver à faire réussir tout le monde. C'est pas, certains vont réussir et d'autres vont être sur un mode d'apprentissage. C'est bien de faire bénéficier tout le monde de ce travail de réussite. Et ça passe obligatoirement, nécessairement, par une refondation de ce qu'on attend de l'école, de ce qu'on attend de l'emploi, de ce qu'on attend d'un employeur, de ce qu'on attend d'un enseignant. C'est ça qui est en jeu, en fait. Et c'est pour ça que le sujet de l'inclusion est un sujet un peu compliqué, ou en tout cas qui peut être perçu comme compliqué, qui se heurte à un certain nombre de résistances. Mais c'est aussi pour ça que le sujet de l'inclusion, et enfin cette thématique-là, est un profond moteur de transformation des institutions, de profond moteur de transformation sociale, des règles de justice sociale qu'il y a à l'intérieur du monde social. Après, sur ces dispositifs, notamment sur la question des AESH, et c'est en train de revenir sur la question du job coaching ou de l'emploi accompagné, c'est que quand tu as inventé le dispositif AVS qui va devenir AESH, donc on est dans le plan Handiscol de Ségolène Royal en 1998, l'AESH est vu déjà comme une solution purement technique, c'est-à-dire que c'est des contrats qui ne vont pas coûter très cher, qui sont rangés dans la dépense fonctionnement et pas dans la dépense personnelle du budget de l'éducation nationale, c'est assuré par des objecteurs de conscience. Donc des gens qui coûtent vraiment rien. C'est construit de façon très expérimentale, très bricolée. Là aussi, sur l'emploi accompagné, on s'aperçoit qu'il y a d'abord eu des expérimentations en tout petit volume sur 1 millier de personnes, d'abord sur la première expérimentation, puis c'est monté, là on est à 8 000, et puis on espère arriver à 30 000 d'ici... En incluant des C'est plus une expérimentation. Là, c'est plus une expérimentation depuis 2016. me fâchez pas, Yorick. Ça a été monté comme ça dans les deux cas. Et donc, c'était expérimental, ça coûtait pas cher. Et c'est surtout devenu des instruments, l'AVS, AESH et le job coach, sont des instruments qui sont des instruments un peu solution miracle. Ça veut dire qu'on se reporte sur eux, en dépit du fait que, alors là, il y a effectivement depuis très récemment une inscription au RNCP. Les AESH, pendant très longtemps, n'ont pas eu de reconnaissance, de validation des acquis de l'expérience. Ça veut dire qu'on avait l'impression que c'était un métier dans lequel on ne pouvait pas ni développer des savoirs, des compétences spécifiques et les valoriser pour obtenir un diplôme. Les choses ont heureusement un peu changé, mais la lutte a été, la marche a été longue avant d'arriver à ces résultats-là. Et donc, en fait, on est sur des dispositifs qui sont des dispositifs solutions miracles, un peu isolés, l'AESH, isolé dans sa classe, dans son école, et sur laquelle repose l'intégralité du destin scolaire de l'enfant qu'elle accompagne. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que dit Marie et aussi dans ce que dit Yorick, c'est que là, on montre que pour réussir cette inclusion, on ne peut pas s'appuyer sur un instrument. Par exemple, nous, à l'université, la solution miracle dès qu'il y a un étudiant handicapé, c'est le tiers-temps, y compris quand le problème, c'est fatigabilité. Moi, j'ai un étudiant auquel on accorde un mi-temps, alors que son problème principal, c'est la fatigabilité. Donc, il passe des épreuves de 7h30. Là, lui, au bout de 3 heures, il est épuisé. Et donc, on a des espèces de solutions miracles. Et en fait, là, je trouve intéressant, c'est
que ces instruments d'action publique, les AESH, elles sont aujourd'hui de plus en plus intégrées dans des dispositifs qui sont plus collectifs, notamment c'est l'expérimentation que raconte Marie, un dispositif plus collectif qui intègre davantage le milieu de l'éducation nationale, qui intègre davantage le milieu médico-social et qui font qu'on est en train de travailler sur l'école en tant que telle et pas sur l'individu, de même qu'on devrait travailler en matière d'emploi sur l'entreprise en tant que telle et pas sur l'individu. Par exemple, dans la loi travail, il y a l'instrument principal, la loi plein emploi, pardon. Dans la loi plein emploi, l'instrument principal, c'est le job coaching. Bon. Et ils ont rajouté ce qu'ils ont appelé un sac à dos numérique, qui est en fait un système d'information qui va enregistrer les aménagements dont un individu a bénéficié au cours de sa carrière, histoire de simplifier sa mobilité. C'est un argument, c'est très important parce que les travailleurs handicapés, l'un des résultats en matière d'emploi et handicap, c'est qu'ils ont des parois de verre, glass ceiling, et donc ils ont des parois de verre, et donc dès qu'ils ont eu un aménagement, ils ne demandent pas à changer de poste parce qu'ils ont peur de ne pas récupérer les mêmes aménagements, de devoir à nouveau faire un coming out de leur handicap s'il est invisible, etc. Donc ce sac à dos numérique est plutôt disons quelque chose d'assez efficace. En tout cas, on peut dire que c'est assez efficace. Mais le problème que ça pose, c'est qu'on est sur un travail individuel. C'est l'individu, son sac à dos, la métaphore est parfaite, c'est un individu, un sac à dos, ses aménagements qui se déplacent. Là où le but du jeu, si on était sur une inclusion dans l'emploi, serait de travailler vraiment plutôt dans une optique d'aménagement raisonnable, des organisations collectives de travail qui se transforment pour que les travailleurs handicapés qu'elles accueillent soient en mesure d'effectuer à égalité avec les autres les tâches qui leur sont confiées. Ça met aussi en question la collaboration avec les acteurs du médico-social, parce que ces nouveaux acteurs sont intéressants, ils se forment de plus en plus, mais voilà, c'est peut-être de la concurrence, c'est peut-être une forme d'approche de l'accompagnement différente, donc en effet questionnante tout de même pour eux. Vous l'avez bien dit, hein, c'est des métiers qui sont à la croisée des mondes, et quand on est à la croisée des mondes du milieu protégé et du milieu ordinaire, quand on est à la croisée des mondes des diplômes du médico-social, qui sont des diplômes qui depuis les années 20 ont été certifiés, ont une histoire, peuvent s'appuyer sur des compétences certifiées, sur des études qui montrent l'impact qu'ils ont sur les travailleurs, là on a des métiers nouveaux, dont les compétences viennent à peine d'être reconnues. Hein. Pour les AVS, ça a été extrêmement compliqué, et qui sont en plus, qui sont pas rattachés à un champ d'action particulier ou à des institutions, et qui sont obligés de parler plusieurs langues. Et donc, quand on est un peu à la croisée des mondes, on peut tout à fait être entre deux chaises, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire tomber dans un vacuum dans lequel donc c'est une position qui est extrêmement dure, une position d'intermédiaire qui oblige à être reconnue par les différents mondes, et là, notamment en matière d'inclusion scolaire, du fait de la faiblesse des moyens qui sont attribués, même s'il y a une augmentation, hein, mais les moyens sont toujours insuffisants. Là, on a des réformes qui sont en cours sur l'accompagnement par les AVS dans les écoles, qui effraient un peu le monde du handicap. Et un peu, c'est un euphémisme. Et donc, on est plutôt dans une réduction des moyens. Et là, ce qu'on voit très clairement, c'est générer un conflit entre, d'un côté, le monde enseignant, et de l'autre côté, les familles d'enfants handicapés. Et le conflit commence à être extrêmement fort parce que du fait de l'impossibilité de trouver des moyens pour réaliser. C'est pas une opposition, et j'appuie ce que disait Marie il y a une seconde, c'est pas une opposition individuelle, c'est une opposition systémique. Et on est arrivé à des phrases dite par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, tout enfant, alors il est revenu sur ses propos, mais tout enfant handicapé n'a pas vocation à aller à l'école, et on voit bien que tout enfant n'a pas vocation à aller à l'école, et donc notamment tous les enfants handicapés, et donc on voit bien que c'est là un sujet de crispation majeure, parce qu'on a une profession qui est pas particulièrement soutenue dans ce pays, qui est menacée, donc les enseignants, et qui est pas très bien payé non plus, qui effectuent un travail avec des missions considérables, ils doivent recoudre la nation au jour le jour, et là on leur donne des enfants handicapés, on leur dit surtout vous changez rien, et vous allez avoir un enfant handicapé et vous allez gérer. Bon, bah évidemment, ce n'est pas possible, et donc le conflit va se faire entre les enseignants et les familles, là où en fait on pourrait imaginer plutôt une coalition entre les enseignants et les familles pour réclamer davantage de moyens, davantage de soutien, des instruments d'action publique qui soient beaucoup plus variés. Et là, effectivement, il y a une tension qui n'est pas une tension, qui n'est pas un refus, c'est pas un refus, c'est je ne sais pas comment faire.
parce qu'on ne me donne pas les moyens de faire, parce que je ne suis pas soutenu par mon organisation, par mon institution, par mes rectorats, par mon inspection. Et j'ai des parents dont les demandes s'adressent, c'est moi qui suis sur la front line de l'action publique, c'est moi qui suis au guichet, et c'est moi qui reçois les demandes des parents, qui reçois leur colère, leur frustration de ne pas pouvoir mettre mon enfant à l'école. Et c'est comme ça que se noue le... Et donc c'est là-dessus, c'est là l'enjeu principal, c'est d'arriver en fait à fabriquer des coalitions que les AESH devraient réaliser, devraient réaliser, je ne veux pas leur donner une mission supplémentaire, mais ça peut être aussi un travail d'intermédiation avec les familles, avec l'école, etc. C'est-à-dire les faire monter quand même dans la hiérarchie. Vous dites que c'est l'une des professions qui est les plus recrutées, mais ce n'est pas forcément la profession qui est reconnue comme pouvant exécuter ce travail d'intermédiation entre les mondes sociaux pour éviter de tomber... Justement là-dessus, un dernier mot avant les questions qui sont nombreuses. Marie-Toulette, comment est-ce qu'on peut former mieux ces AESH? Alors c'est 60 heures, je crois, de formation, donc c'est vraiment très court. Est-ce qu'il y a, je crois, autour de collectivités qui essaient d'avoir des formations d'AESH de classe, en fait, mais donc aussi avec un bagage un peu plus important? Je pense que déjà, si la formation des AESH n'était pas désolidarisée de celle des enseignants, ça pourrait être un premier lieu de rencontre, de discussion, de controverse. Mais c'est bien par là qu'on réussira à pouvoir créer de manière assez large une culture commune, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de se retrouver dans une classe? Quels sont les enjeux en fait de l'apprentissage? Et malheureusement, jusqu'à présent, tout ça, ce sont, comme le dit Pierre-Yves, très désolidarisés. Donc là, il y a vraiment à faire. Il y a aussi la dimension de l'établissement. Alors je sais bien que généralement, on voit la formation comme quelque chose d'assez universitaire, d'assez décontextualisé, mais on pourrait aussi concevoir la formation comme un geste très contextualisé, c'est-à-dire comment faire dans un établissement, que ce soit une école, un collège, un lycée, pour faire en sorte que les personnes puissent travailler ensemble. En fait, aujourd'hui, dans toutes les prescriptions, on a un travail, il faut coopérer. Sauf qu'on ne dit jamais aux gens comment on va faire pour coopérer, et ça ne reste qu'un 20 mots. Donc la coopération, elle ne va s'exercer que dans l'expérience en fait, des individus. Et certainement, mais je crois que ça a été, je l'ai entendu déjà évoqué dans les tables rondes précédentes, mais on ne peut pas concevoir une école inclusive sans concevoir ou sans révolutionner quelque part la forme scolaire actuelle, à savoir grosso modo le temps de l'enseignant et le temps de égale le temps de scolarisation des élèves. Donc si on en reste là, la dimension inclusive ne va pas pouvoir se mettre en place. On revient à des enjeux de temps et puis de temps d'organisation et de coordination. Oui, de temps, mais aussi en fait d'acter les métiers différemment et de se dire que un temps d'enseignant, c'est un temps, bien entendu, vers les élèves, mais c'est aussi un temps d'une dynamique collective à mettre en place. Juste un mot aussi en complément, Yorick, parce que vous avez travaillé à la structuration de cette profession, vous l'avez dit, avec une formation diplômante, le master qui arrive, et puis avec un centre de ressources. Vous dites c'est une vraie logique de R&D, avec en mobilisant des chercheurs et un travail de chercheurs sur ces métiers-là. En quoi est-ce que c'est essentiel aussi à la reconnaissance, à l'affirmation de ce que sont ces métiers et leurs compétences? C'est essentiel, pour reprendre ce que disait Pierre tout à l'heure, pour que l'emploi accompagné ne soit pas juste un mot magique qui soit vide derrière. L'emploi accompagné, j'ai cité tout à l'heure des valeurs fondamentales sur lesquelles il repose, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, évolue beaucoup. Le rapport à l'emploi change très très rapidement, notamment chez les jeunes générations. La manière de travailler en entreprise depuis les Covid a beaucoup changé avec le télétravail. La participation des personnes également dans toutes les sphères des prises de décision et notamment de la manière dont l'accompagnement va être fait est aussi quelque chose à prendre en compte fondamentalement. Donc soit on veut que l'emploi accompagné reste et continue de se perfectionner comme un outil qui
répond réellement aux problématiques des personnes, mais aussi des entreprises, ne l'oublions pas, soit c'est quelque chose qui va prendre la poussière et qu'on réinventera dans 5 ans. L'enjeu, il est là aujourd'hui, et donc c'est très important de pouvoir mettre en place ce que moi j'appelle une encyclopédie vivante de l'emploi accompagné, qui est le centre de ressources, qui vient de naître d'ailleurs grâce au soutien financier, notamment de la CNSA, mais aussi de Malakoff Humanis et de sa fondation Handicap, de manière à pouvoir continuer de travailler là-dessus, avec un observatoire des pratiques, avec une articulation avec la recherche scientifique dans sa dimension recherche par nature de handicap. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, notamment sur le handicap psychique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'associer la sociologie du travail derrière. En quoi ce qu'on fait va avoir un impact positif pour la vie des personnes et pour aussi l'entreprise. Et puis derrière aussi que la recherche scientifique puisse devenir très concrète pour les acteurs de terrain. Tout le monde ne va pas lire malheureusement les thèses des chercheurs au quotidien dans son travail. Donc tout l'intérêt, c'est derrière d'avoir un pôle de transfert d'innovation et de connaissances de manière à ce que chaque action de recherche ait une application très concrète et pratique sur le terrain. Questions qui nous sont adressées. Par qui est mis en place ce dispositif d'emploi accompagné comment ça naît? Alors aujourd'hui, l'emploi accompagné, dans la partie conventionnée par l'État, est mise en place par des dispositifs qui ont signé un accord. Alors aujourd'hui, c'est avec les ARS et la GFIP aussi, d'ailleurs, qui cofinance, la GFIP et le FIP, pardon, qui cofinance l'emploi accompagné. Donc il est structuré en plateforme départementale d'emploi accompagné. Voilà, donc chaque département a ce qu'on appelle un chef de file qui va être un point d'entrée pour tout le monde, pour les personnes qui ont besoin de l'emploi accompagné, mais aussi pour les employeurs et pour les administrations. Et après ça, ce chef de file, sur le terrain, a des antennes qui vont, en réalité, ce sont des associations, généralement, qui sont adhérentes à la plateforme. Beaucoup de témoignages qui font écho à un ergothérapeute intervenant auprès d'élèves en situation de handicap. Je suis toujours surpris de voir que les enseignants AESH sont peu informés et peu formés ensemble. Un autre qui disait qu'un projet de loi mettait en lumière l'intérêt d'un DE pour les accueillants familiaux. C'est aussi un de ces métiers qui cherchent à se structurer pour valoriser ce métier repéré dans le parcours du domicile. L'école est aussi un lieu de socialisation, l'individualisation est donc en contradiction avec cette mission de l'école et de l'école inclusive. Ça rejoint, là aussi, ça vous fait sourire et ça rejoint ce qu'on dit. Pourquoi ne pas tendre vers une scolarisation accompagnée, similaire au DEA, un AESH référent de plusieurs enfants sur l'ensemble de son parcours scolaire? Est-ce que ça vous paraît une option aussi? Je ne sais pas si c'est sur l'ensemble du parcours scolaire. En tous les cas, quelque chose qui est important, c'est effectivement ce terme de parcours aujourd'hui que l'on retrouve partout et de solidifier effectivement les parcours. Ça me paraît quelque chose d'important parce que sinon, en fait, à chaque nouvelle année, on a l'impression de devoir rebâtir des nouvelles évaluations, etc. Donc ce sont quand même des pertes extrêmement chronophages. Donc solidifier les parcours. Après, est-ce que c'est à la même personne d'intervenir auprès de l'élève? C'est à interroger. C'est-à-dire qu'il faut laisser sans doute de la flexibilité. Mais c'est de toujours se dire que, après tout enfant n'a pas le même enseignant tout au long de sa vie. Donc, dans un mouvement de non-discrimination, on peut se dire aussi que, on ne va peut-être pas survaloriser la présence d'un individu auprès de l'élève sur plusieurs années. Donc, vous voyez, il n'y a pas une réponse en fait. Il peut y avoir un faisceau de réponses selon des contextes. Dernier petit point, pourquoi est-il si compliqué pour une structure associative de collaborer à la formation, à la sensibilisation du coup des employeurs dans le milieu public? Est-ce que c'est plus compliqué finalement d'accompagner cet emploi dans le public que dans le privé? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, les chiffres aujourd'hui montrent qu'il y a les employeurs publics sont d'ailleurs généralement, entre guillemets, de bons élèves dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Après ça, effectivement, il y a des catégories dans lesquelles c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, le secteur sanitaire, dans lequel ce sont des métiers souvent très réglementés, où il faut des diplômes bien particuliers, où l'adaptation des postes de travail est très compliquée, parce qu'à l'hôpital, par exemple, c'est compliqué d'adapter le temps de travail, etc. Donc il y a des difficultés parfois qui peuvent être liées à la nature même des métiers. En revanche, je ne crois pas que les employeurs publics soient moins réceptifs à ces problèmes. On va partager le dessin d'Émilie qui a regardé tout ce qu'on dit. Normalement, est-ce qu'on peut l'afficher, oui, sur l'écran? Vous le voyez là. Hein. Donc,
créer du lien, ça serait utile. École inclusive, emploi accompagné. Et on voit s'afficher les différentes pistes de passerelles pour faire des ponts, comme elle nous le dit. Voilà, un regard poétique et attachant sur tout ce qu'on vient de se dire. Merci à elle, merci à vous pour ces éclairages. On va enchaîner avec ce qui est la traditionnelle carte blanche de ces rencontres de la CNSA. Carte blanche au président du conseil de la CNSA, Jean-René Le Cerf, pour évoquer ces professionnels de l'autonomie, leurs difficultés, mais aussi leur devenir et le rôle de la cinquième branche. On en parle tout de suite avec lui.